Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes le lundi 23 février 2026 et notre cher ami Paul Craig Roberts est avec nous. Bienvenue Michael. Merci Nima. Alors Paul, merci d'appuyer sur j'aime pour nous aider à toucher davantage de monde. Et Paul, commençons par la situation actuelle entre l'Iran et les États-Unis. Pour tous ceux qui suivent cette escalade entre les deux camps, certains disent qu'une guerre se prépare entre l'Iran et les États-Unis. Voici ce que Steve Witkoff a déclaré hier à propos de l'Iran et de la manière dont Donald Trump envisage le conflit entre les États-Unis et l'Iran. Tu as lu les déclarations du côté américain et du côté iranien. Le président m'a posé la question ce matin et il est, je ne veux pas employer le mot frustré, c'est plutôt qu'il comprend qu'il dispose de nombreuses alternatives. Mais il est curieux de savoir pourquoi ils n'ont pas, je ne veux pas dire capitulé, mais pourquoi ils n'ont pas capitulé. Pourquoi, sous ce genre de pression, avec la puissance maritime, la puissance navale que nous avons là-bas, ils ne sont pas venus nous dire « Nous affirmons ne pas vouloir d'armes. Alors voici ce que nous sommes prêts à faire. » Et pourtant, il est difficile de les amener à ce point. Quelle serait, Paul, ta réponse à ce que le président demande? Steve Witkoff, tu vois. Qu'est-ce que cette capitulation? Penses-tu que la capitulation vienne du gouvernement iranien? Eh bien, Nima, je pense que ce que les pourparlers de paix entre Trump et l'Iran étaient censés viser, c'était à parvenir à un accord dans lequel l'Iran s'engagerait à ne pas fabriquer d'armes nucléaires. Comme l'Iran avait déjà conclu un tel accord, avant qu'il ne soit ensuite abandonné par Washington, il n'y a en réalité aucun obstacle à ce que l'Iran accepte à nouveau de ne pas fabriquer d'armes nucléaires. Autant que je puisse en juger, le gouvernement iranien a clairement indiqué qu'il était disposé à conclure un tel accord. Il n'a jamais vraiment affirmé vouloir fabriquer des armes nucléaires. Donc, je ne vois aucun problème du point de vue de l'objectif de l'accord. Ce qui s'est passé au milieu de ces négociations, c'est que le Premier ministre israélien est venu à Washington. Et il a ajouté une autre exigence à l'accord. Cette exigence était que le gouvernement iranien accepte également d'abandonner sa capacité militaire conventionnelle, ses missiles, de les remettre et d'en arrêter la production. Or, ce n'était pas ce sur quoi l'Iran avait accepté de négocier. Et bien sûr, il n'a aucun sens pour l'Iran de se rendre incapable de se défendre contre une attaque israélienne. Il est donc clair que Netanyahou sait que si Trump accepte que cette condition soit introduite dans les négociations, celles-ci échoueront. Comme je l'ai écrit il y a quelques jours, Trump s'est aventuré sur une branche avec toutes ses menaces, leurs fanfaronnades et tout le reste, et maintenant quelqu'un est venu derrière lui et a scié la branche. Donc, si Trump cède à la demande de Netanyahou et dit aux Iraniens qu'il ne suffit pas de renoncer aux armes nucléaires, qu'il faut aussi renoncer aux missiles conventionnels, alors les négociations échouent. Et Trump doit soit reculer, soit aller au bout de sa menace et attaquer l'Iran, ce que Netanyahou entend bien le pousser à faire. Eh bien, nous ne savons pas encore si Trump a décidé d'inclure cette exigence. Le Wall Street Journal a rapporté très récemment que l'administration Trump discutait actuellement de la possibilité d'inclure dans les négociations la demande que l'Iran abandonne ses missiles. C'est un signe que Netanyahou a fait quelques progrès, mais la décision n'a pas encore été prise. Apparemment, d'après le reportage, pour ce qu'un reportage vaut de nos jours, il existe une certaine opposition au sein de l'administration Trump à l'idée d'inclure l'exigence de Netanyahou comme élément supplémentaire dans la négociation. Nous verrons donc comment cela se déroulera.
De toute évidence, les néoconservateurs voudront que soit incluse la clause selon laquelle l'Iran doit renoncer à ses missiles. Le complexe militaro-sécuritaire sait que cela placera Trump dans une position où il devra soit reculer, soit attaquer. Et ils partent du principe qu'il ne reculera pas et qu'il attaquera. Ainsi, nous serons de nouveau en guerre et les profits afflueront dans leur coffre. Il reste donc à voir quelle influence ont les membres de l'administration Trump qui estiment qu'il n'est pas judicieux d'ajouter l'exigence de Netanyahou à une négociation censée ne porter que sur les armes nucléaires. Donc, nous ne savons pas s'il y aura une guerre. Nous ne le saurons que lorsque nous verrons des preuves que Trump ajoute la demande de Netanyahou à la négociation. Cela signifierait que la négociation a échoué. Et Trump comprend sûrement que si elle échoue, il devra soit revenir sur ses menaces, soit les mettre à exécution. On suppose que tout le monde dans son administration sait que s'ils acceptent la demande de Netanyahou, nous, les États-Unis, serons en guerre avec l'Iran. Maintenant, quels sont les facteurs qui pourraient influencer la décision? Premièrement, à quel point Trump et son administration se sentent-ils à l'aise pour résister au lobby israélien et au complexe militaro-sécuritaire? Se sentent-ils suffisamment en sécurité pour le faire? C'est un facteur important dans la prise de décision. L'autre facteur déterminant important est le suivant. Ont-ils une bonne compréhension des conséquences d'une guerre avec l'Iran? Comprennent-ils vraiment? De toute évidence, les Iraniens ont démontré, lors de la soi-disant guerre de 12 jours avec Israël, qu'ils disposaient d'une puissance militaire conventionnelle efficace. Leurs missiles ont percé le dôme de fer et ont infligé suffisamment de dégâts à Israël pour que celui-ci implore un cessez-le-feu. Ils doivent donc savoir qu'il existe un risque. Or, ce risque pourrait être bien plus grand qu'ils ne l'imaginent. Si l'ancien diplomate britannique Alastair Crooke a raison en affirmant que les Chinois ont fourni à l'armée iranienne un système de contrôle du champ de bataille. Non pas seulement de la défense aérienne ou du contrôle aérien, mais du contrôle de l'ensemble du théâtre d'opération, géré par satellite et impossible à neutraliser. Si un tel système existe réellement et se trouve entre les mains de l'Iran, la conséquence serait aucun avion américain à moins de 700 km de l'Iran ne serait en sécurité. Ils pourraient tous être abattus à 700 km avant d'atteindre l'Iran. Cela inclut tous les chasseurs furtifs et bombardiers furtifs américains. Cela signifie qu'aucun navire américain ne pourrait survivre. Aucun. Aucun porte-avions, aucun destroyer, rien. Cela signifie également que toutes les bases américaines au Moyen-Orient seraient attaquées et probablement détruites, car je pense que leurs défenses sont faibles et ne s'attendent pas à être frappées, même si elles disposent d'un mécanisme de défense important. Donc, si le rapport d'Alastair Crooke est exact et que cette information parvient à Trump, il doit se rendre compte que d'accord, nous allons beaucoup perdre, nous serons vaincus. Il y aura des appels à la vengeance. Le seul moyen pour moi de me venger, c'est de bombarder l'Iran avec l'arme nucléaire. Puis-je faire cela? Puis-je m'en tirer ainsi? Quelle sera la réaction des autres pays de la région? Quelle sera la réaction de nos alliés? Quelle sera la réaction de la Russie et de la Chine? Tout cela n'a pas été réfléchi ni débattu dans les conseils de la Maison-Blanche. Donc je ne pense pas que la décision d'entrer en guerre ait été prise. Et je pense que Trump est dans une situation très compliquée pour toutes les raisons que je viens d'évoquer, mais aussi parce que je ne sais pas combien de temps nous pourrons maintenir une armada dans la région. Combien de temps cela peut-il rester là? Les troupes attendent. Vous savez, les provisions s'épuisent.
Il y a une limite au temps pendant lequel on peut simplement rester à attendre le combat avant d'atteindre le point où l'on ne peut plus y participer. Il en va de même pour les chasseurs et les bombardiers sur les différentes bases aériennes de la région. C'est donc une autre contrainte qui pousse à prendre une décision d'un côté ou de l'autre. Et je ne vois aucun moyen, pour le moment, de prédire comment ces forces vont se résoudre et aboutir à une décision. Je reste donc optimiste quant au fait que Trump tiendra tête à Netanyahou, car le prix à payer pour le faire, à mon avis, est bien moindre que celui de prendre ce genre de risque. Paul, quelle sorte de menace l'Iran représente-t-il pour les États-Unis? Donald Trump a littéralement fait campagne sur une plateforme de paix. Moins de guerre, plus de production à l'intérieur du pays, le retour des emplois, et vous savez, rendre sa grandeur à l'Amérique. C'était lui qui parlait de tous ces bons arguments, et beaucoup d'Américains ont voté pour cette logique parce qu'elle résonnait avec eux. Ils voulaient une forme de changement. Mais quelle menace l'Iran constitue-t-il pour les États-Unis, au point de les pousser à envisager une nouvelle guerre au Moyen-Orient? Parce que beaucoup de gens ici veulent comprendre quelle en est la raison principale. Eh bien, tout d'abord, ce n'est pas une nouvelle guerre. Elle dure depuis le 11 septembre 2001, lorsque l'attentat contre le World Trade Center a été utilisé pour justifier le sacrifice du sang et de l'argent américain afin d'éliminer les opposants au Grand Israël au Moyen-Orient. Et il se trouve qu'à présent, l'Iran est le dernier véritable obstacle à l'expansion d'Israël du Nil jusqu'au Pakistan. Ce n'est donc pas une nouvelle guerre. C'en est une qui se poursuit. Elle dure maintenant depuis un quart de siècle et a détruit la Libye, l'Irak, la Syrie, la Somalie et le Soudan, tout en causant des dégâts considérables au Liban. Il n'y a donc rien de nouveau dans cette guerre. C'est la continuation d'un conflit déjà en cours. Et qu'a fait l'Iran aux États-Unis? Absolument rien. Il n'y a ni menace, ni attaque. Ils n'ont rien fait. Alors pourquoi Washington les désigne-t-il comme un État terroriste? Parce que le lobby israélien l'exige. Il faut bien une raison quand on prépare la destruction d'un pays par les Américains, ce que fait Israël depuis des décennies. Il faut donner une justification aux Américains, et c'est ainsi qu'on les amène à exécuter vos volontés et à qualifier l'Iran d'État terroriste. Mais qui l'Iran terrorise-t-il? Quels sont les véritables États terroristes? Les États-Unis et Israël. Les États-Unis enlèvent des chefs d'État, les ramènent en Amérique et les enferment dans des cachots. Israël assassine régulièrement des dirigeants iraniens, libanais, houthis. Ils sont toujours en train d'assassiner quelqu'un. Pensez simplement aux assassinats que les Israéliens ont commis ces dernières années. Voilà les États terroristes, Israël et les États-Unis. Qui l'Iran a-t-il assassiné? Qui? L'Iran a-t-il assassiné quelqu'un? Quel acte terroriste? Eh bien sûr, les Israéliens essaient de dire, le Hamas est un proxy iranien. Le Hezbollah est un proxy iranien. Les Houthis sont des proxys iraniens. Tu veux dire les supplétifs iraniens? Je veux dire les supplétifs iraniens, pardon. Mais vraiment? Tu penses que le Hamas n'a aucune raison propre de s'opposer à Israël, avec tout ce qu'Israël fait subir à la Palestine depuis 1947? Vraiment? Le Hamas n'a aucune raison qui lui soit propre, et les Houthis alors? Ils n'auraient aucune raison de s'opposer à Israël? Par exemple, le génocide en Palestine ne serait pas une raison suffisante en soi pour que les Houthis s'opposent à Israël? Et le Hezbollah? Tu veux dire que les intrusions répétées d'Israël dans le sud du Liban ne sont pas une raison suffisante pour que le Hezbollah s'oppose à Israël? Il faudrait que ce soit uniquement pour servir les intérêts iraniens? C'est absurde.
C'est complètement absurde. Eh bien, on pourrait dire, au moins, les Iraniens leur envoient des armes, et cela fait d'eux des mandataires iraniens, puisque l'Iran fournit les armes qu'ils utilisent pour résister à Israël. Eh bien, nous fournissons les armes, les États-Unis fournissent les armes à Israël. Cela fait-il des États-Unis un mandataire israélien? Si le Hezbollah est un mandataire de l'Iran, alors nous, les grands États-Unis, sommes un petit mandataire d'Israël. On ne peut pas y échapper. On ne peut pas avoir l'un sans l'autre. Donc, toute cette idée selon laquelle l'Iran serait un ennemi est une supercherie. Elle a été créée par la propagande israélienne. Et ils nous ont poussés à désigner l'Iran comme un État terroriste. Pourquoi? Quel terrorisme? Quel terrorisme? Dis-moi, quel terrorisme l'Iran pratique-t-il? Je ne peux penser à aucun événement. Certains aimeraient peut-être attribuer le 11 septembre à l'Iran, mais cela n'a jamais été fait. Bien plus de gens ont accusé Israël qu'ils n'ont accusé l'Iran. Donc, pour répondre à ta question, les Iraniens sont les victimes de l'influence d'Israël sur la politique étrangère américaine, surtout au Moyen-Orient. C'est un fait. Il n'y a pas, et il n'y a jamais eu, de politique américaine indépendante au Moyen-Orient depuis le 11 septembre. Oui. Paul, penses-tu que le Pentagone donne, tu sais, la bonne évaluation du conflit avec l'Iran, d'une éventuelle guerre avec l'Iran, au président, afin qu'il puisse décider par lui-même si ce serait une bonne décision pour les États-Unis? Parce qu'après tout, nous nous souvenons, Paul, que pendant l'administration Biden, le Pentagone a été l'une des principales raisons pour lesquelles Biden n'a pas autorisé les Européens à envoyer ses missiles à longue portée à l'Ukraine, puisque le Pentagone affirmait que ce serait une énorme escalade si nous allions jusque-là. Comment vois-tu le Pentagone aujourd'hui? Et comment fournit-il au président des États-Unis des informations suffisantes qui pourraient lui donner une vision claire de ce qui se passe avec l'Iran? Eh bien, je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est qu'il y a certains officiers qui comprennent que nous n'avons pas vraiment de différend avec l'Iran, que c'est celui d'Israël. Et ils comprennent aussi qu'il y a des risques impliqués qu'ils ne voient pas comment maîtriser. On ne veut clairement pas se lancer dans une guerre de choix quand on ne comprend pas comment gérer les risques qu'elle comporte. Ce n'est donc pas une guerre qui nous est imposée, sauf par Netanyahou, mais elle n'est pas imposée aux États-Unis par l'Iran. Et pourtant, elle comporte des dangers imprévisibles et pour lesquels il n'existe aucun moyen connu de contrôle. Ainsi, ces officiers se sont apparemment fait connaître auprès de certains membres de l'administration Trump qui hésitent à inclure dans les négociations l'exigence du Premier ministre israélien Netanyahou, selon laquelle l'État iranien devrait être complètement démilitarisé. Lui refusant non seulement la capacité de fabriquer des armes nucléaires à l'avenir, mais aussi toute possibilité de se défendre contre une attaque. Je ne peux pas dire si ces membres parviendront à ramener Trump à la réalité, au point qu'ils comprennent qu'il doit tenir tête à Netanyahou. Il semble que Trump ait toujours fait ce que les Juifs voulaient. Toujours. Souvenez-vous quand il a été le premier à commettre l'interdit de déplacer l'ambassade à Jérusalem, ce qui implique que c'est une ville juive et non une ville partagée, non une ville à laquelle Palestiniens et Israéliens ont tous deux accès. C'était grave. Il n'avait aucune raison de faire cela, sauf pour répondre à la demande de Netanyahou. Donc je ne peux pas dire « nous ne savons pas, nous verrons bien, c'est en cours, ils ont du mal à s'en sortir ». Comme je l'ai dit, je pense qu'il y a des contraintes de temps
Non seulement les 15 jours de Trump, mais aussi les contraintes liées au maintien de toutes ces forces d'attaque en position. Elles ne peuvent pas rester là indéfiniment. Ce n'est pas possible. Il y a donc des pressions temporelles qui forcent une décision. On peut dire que, vous savez, Trump peut toujours prolonger son délai, mais je ne pense pas que cela puisse aller au-delà de 3 ou 4 semaines à partir de maintenant, avant qu'une décision ne soit prise. Et si c'est la mauvaise, les conséquences pourraient être catastrophiques. Il se peut bien que ce soit ce que Netanyahou souhaite, qu'il veuille des conséquences catastrophiques. Parce que imaginez que le rapport d'Alistair Crooks soit exact et que les Iraniens disposent de ce système de contrôle de combat et que nous perdions des porte-avions. Et nos chasseurs et bombardiers furtifs sont abattus, tandis que l'Iran ne subit aucun dommage. La demande de vengeance va être immense. Tout le monde aux États-Unis criera contre ces terribles Iraniens, des musulmans. Ensuite, on entendra dire qu'ils étaient responsables du 11 septembre. Cela continuera, et on dira « il faut les bombarder, il faut les bombarder ». Et c'est ce que veut Netanyahou. Il veut une série de frappes nucléaires. Il pourrait donc mettre un très grand nombre de personnes en danger d'anéantissement afin de dégager la voie pour le Grand Israël. Il faut se rappeler que c'est d'une importance capitale pour les sionistes, le Grand Israël. La revendication est que Dieu leur a donné toutes les terres allant du Nil à l'Euphrate. Mais cette revendication a récemment été élargie par le gouvernement israélien et s'étend désormais jusqu'au Pakistan. Cela signifie donc qu'il n'y a plus d'Arabie saoudite, et c'est leur objectif. Ils poursuivent cela depuis des décennies et des décennies, lentement, pas à pas, et maintenant, ils voient peut-être une occasion de le réaliser. Voilà la réalité. C'est la véritable réalité. Ce ne sont pas ces histoires inventées sur l'Iran qui feraient quelque chose contre nous. Tout le monde à qui vous parlez pense que l'Iran nous fait quelque chose, mais personne ne peut vous dire quoi. J'ai essayé. J'ai dit « Ah bon, que font-ils? Qu'ont-ils fait? Dites-moi, j'ai dû rater ça. » À quoi? Eh bien, ils ne savent pas, mais ils y croient tous. C'est une situation périlleuse. Elle montre aussi un effondrement complet et un échec total de la communauté de politique étrangère américaine. Tous les commentateurs, Foreign Affairs par exemple, la revue du Council on Foreign Relations, les universités. Il n'y a aucun signe d'intelligence nulle part. Que se passe-t-il réellement? Non, il n'y en a aucun. Si vous lisez chaque jour la Russia List de Johnson, il sélectionne des articles de tous ces commentateurs de politique étrangère et experts du Moyen-Orient. C'est insensé. Il n'y a tout simplement aucune intelligence, aucun signe de conscience de la réalité. C'est tout un monde imaginaire. L'Iran est un État terroriste. Eh bien, l'agression vient entièrement d'Israël et de ses alliés. Et pourtant, personne ne le dira. Ils ne le savent peut-être même pas. Ils sont tellement endoctrinés dans leurs propres absurdités. Je ne pense pas qu'ils soient capables de réfléchir. Cela signifie donc qu'il n'y a pas beaucoup de soutien dans le milieu de la politique étrangère pour ces officiers militaires qui comprennent que la situation est dangereuse. S'emporter, menacer et tout le reste n'est pas une solution. Cela ne mènera pas à une solution. Cela peut conduire à une erreur désastreuse. Je ne sais pas comment tout cela se terminera. J'espère toujours que l'intelligence l'emportera, mais c'est rarement le cas. Je pense qu'une partie de la pression que tu as mentionnée, exercée par Netanyahou sur Donald Trump, vient en réalité de personnes aux États-Unis. Tucker Carlson a récemment interviewé l'ambassadeur américain en Israël, Mike Huckabee, où il a mis en évidence l'état d'esprit de ces sionistes chrétiens, leur disposition à sacrifier l'Amérique, les États-Unis, pour tout ce qu'Israël demande. Il n'avait aucun problème avec l'idée d'une guerre. Il a dit que nous pouvions faire tout ce qu'ils demandent. Et Paul a ajouté,
Regardez jusqu'où vont ces gens qui vivent aux États-Unis, y sont nés et y ont grandi. Et pourtant, ils se qualifient eux-mêmes de pro-Israël avant tout. C'est un peu difficile à dire, mais c'est bien ce qu'ils veulent dire. Israël d'abord, pas l'Amérique d'abord, pas les États-Unis d'abord. Et nous savons que les États-Unis d'aujourd'hui ne sont plus ceux d'il y a 15 ans, ni d'il y a 12 ou 20 ans. C'est un moment très important pour les États-Unis, puisque les BRICS prennent forme et que tout change en ce qui concerne la situation en Russie, cette combinaison de puissances à l'Est. Mais voyez-vous, ils restent tellement obsédés par les guerres au Moyen-Orient en faveur d'Israël qu'ils ne se soucient pas de la vision d'ensemble. Ils ne veulent pas la voir. Et comment se fait-il que ces gens soient si influents? Ces gens ne s'en soucient plus. Se préoccupent-ils vraiment des États-Unis et de leur avenir, de ce qui attend le pays et son économie? Comment feront-ils face à la souffrance qui frappera les États-Unis, au désastre qui surviendra si ces guerres sans fin se poursuivent? Eh bien, il y en a deux. Je répondrai à cela de deux manières. La première, c'est l'argent israélien. Ils peuvent facilement acheter des partisans, car ils ont les moyens d'aider considérablement la carrière de ceux qui les soutiennent et de ruiner celle de ceux qui ne le font pas. Ils l'ont démontré depuis des décennies. Ils peuvent même intervenir dans les facultés des universités catholiques et bloquer la titularisation d'un critique d'Israël. Et bien sûr, personne dans les médias ne pourrait parler contre Israël et garder son emploi plus de 5 secondes. Ainsi, depuis des années, ils ont réussi à influencer la perception qu'ont les Américains d'Israël, notamment à travers le cinéma. Les films contribuent à façonner l'esprit américain. On voit donc l'argent, puis on voit comment ils ont tiré parti de l'Holocauste pour présenter Israël comme une victime, de sorte que la victime ne puisse jamais être coupable de méfaits, puisqu'elle est celle qui a subi l'injustice. Israël est toujours la victime, même en Palestine, à Gaza. Et cette idée a été ancrée dans la tête de générations d'Américains. C'est générationnel, cela ne cesse de se perpétuer. Et le dernier slogan que le lobby pro-israélien a promu, surtout parmi la partie conservatrice de la population américaine, est « On ne peut pas être américain si l'on n'aime pas Israël ». C'est désormais le slogan. Et voici les conservateurs, qui autrefois étaient des gens ne croyant pas à l'idée de s'enliser dans des affaires étrangères. Voilà donc comment ils y sont parvenus. Un endoctrinement réussi, mené pendant des décennies, sur la manière dont les Américains perçoivent Israël et une répression efficace depuis des décennies de ceux qu'ils critiquent ou s'y opposent. Israël domine la politique étrangère américaine. Cela signifie qu'il y a très peu de personnes en position de s'exprimer ou même de proposer une analyse comme celle que je présente. Et comme je le dis, le résultat est imprévisible. Mais j'en propose une analyse. Je ne pense pas qu'il existe un seul professeur d'université qui oserait courir un tel risque. Ils perdraient leur titularisation et seraient licenciés pour antisémitisme. Écoutez, pendant que nous parlons, il y a un effort au sein de la législature du Texas pour faire adopter une loi exigeant que tous les écoliers et établissements d'enseignement du Texas soient endoctrinés avec la propagande israélienne, la Shoah, le statut de victime et tout le reste. Cela doit devenir une partie obligatoire de l'éducation des enfants américains. Eh bien, le Texas, de tous les endroits, cela montre un pouvoir énorme. Maintenant, il se peut que la législature du Texas refuse, mais je ne le pense pas, car les Israéliens ou le lobby pro-israélien seront là à distribuer des dons de campagne tant que vous votez dans le bon sens.
Et si vous ne votez pas dans le bon sens, les contributions de campagne vont à votre adversaire. C'est donc courant. C'est ainsi que fonctionne le lobby israélien. Et l'ADL est le mécanisme de diffamation, la Ligue anti-diffamation. Ils sont lâchés sur quiconque dit quelque chose de contraire à ce que veut Israël. Cela signifie que vous êtes un antisémite et que vous souhaitez l'Holocauste et les Juifs. Toute discussion devient donc difficile. J'imagine qu'il serait très très difficile pour quiconque dans l'armée américaine ou dans l'administration Trump de dire ce que j'ai dit dans cette émission. Je ne sais pas si le secrétaire d'État pourrait le dire, ou le secrétaire à la Défense, ou le Conseil de sécurité nationale. Ils ne peuvent pas parler à Trump en ces termes. Et il est certain qu'on ne peut pas parler en ces termes dans Foreign Policy, le magazine du Comité des Relations étrangères. Cela rend donc difficile la compréhension des dangers et le fait de montrer qu'ils n'ont aucun sens, car nous n'y avons aucun intérêt. Nous n'avons aucun véritable enjeu dans le résultat. Pourquoi devrions-nous tout risquer pour le grand Israël? Voilà donc la situation réelle. Cela signifie que même introduire la réalité dans le débat est presque impossible. Je ne pense pas qu'il existe un seul membre de l'armée des États-Unis, quel que soit son grade, général 4 étoiles ou autre, qui se sentirait à l'aise d'approcher ce que j'ai dit dans cette émission. Ils le savent peut-être, mais ils verraient cela comme leur décapitation, la fin. Leur carrière entière serait terminée. Ils n'auraient aucune perspective de devenir consultants à leur retraite, ni de siéger au conseil d'administration des entreprises d'armement militaire, des fabricants qui conseillent le Pentagone. Leur carrière serait complètement terminée. Et donc, les chances de prendre une mauvaise décision sont bien plus élevées que celles d'en prendre une bonne. Mais nous ne savons pas quelle sera la décision. Si je devais parier, je dirais que les probabilités penchent vers une mauvaise décision. D'un autre côté, si la réalité de la situation finit vraiment par atteindre l'esprit de Trump, il pourrait se mettre très en colère contre Netanyahou, car Netanyahou l'a vraiment mis dans une position difficile. S'il ne fait pas ce que Netanyahou veut, alors tous les Juifs vont se retourner contre lui, et tout ce qu'il a fait pour eux ne lui servira à rien. Mais s'il fait ce que Netanyahou veut, et que les risques sont réels et se concrétisent, eh bien, il va perdre une guerre. Il va perdre une guerre en pleine élection de mi-mandat. Ouais. Cela veut dire qu'il va perdre les élections de mi-mandat. Et la pression sur lui pour frapper l'Iran afin de sauver sa propre peau va être très forte. Voilà les véritables enjeux. Et pourtant, personne aux États-Unis ne le sait, ni n'a le droit d'en parler. Foreign Affairs ne me laisserait jamais écrire cela. Pas plus que mon ancien employeur, The Wall Street Journal, où j'étais rédacteur et chroniqueur. Je ne pourrais tout simplement pas l'écrire. Ils ne me le permettraient pas. Mais toi, tu es au Brésil. Moi, je suis indépendant. Personne ne peut me renvoyer. Donc nous pouvons en parler. Mais c'est tout. Ce n'est pas un sujet qu'on peut aborder. Et cela devrait nous terrifier, Nima. Cela devrait vraiment nous terrifier. Car les conséquences peuvent être si graves. Et pourtant, il n'y a aucune prise de conscience, aucune compréhension. Si je dis quelque chose à un voisin, juste un peu, « Oh, ces fichus Iraniens, on devrait s'en occuper. » Voilà l'intelligence. C'est tout. Tous ces fichus marines, on devrait s'en occuper. Et tu dis, qui est ce nous? Ton fils, laisse ton fils les obtenir. Il n'y a aucune réflexion. Oui, la véritable tragédie aux États-Unis aujourd'hui, c'est que penser est devenu impossible. Tout est enfermé dans une boîte étroite et conforme où il n'y a plus de pensée. Penser est dangereux. Mon Dieu, tu risques de contrarier quelqu'un. Voilà. Tu sais, je crois que tout ce que j'ai dit est vrai. Je ne suis l'agent ni le serviteur de personne.
Je sers la vérité, dans la mesure où elle peut être trouvée. Et je ne suis du côté de personne, sauf de la vérité. Quand j'étais au Mexique en 2015 pour recevoir le prix international de journalisme du Club de la presse mexicain, j'ai dit à tous les journalistes présents dans la salle que notre pays, c'est la vérité. Ils se sont levés et ont applaudi. Pour tous les autres, notre pays, c'est Israël, ou bien ce sont les mensonges, la désinformation et les arguments intéressés. Et c'est une position périlleuse. That's a perilous position. Paul, je suis sûr que tu as regardé l'interview que Tucker Carlson a faite avec Mike Huckabee. C'était tellement révélateur. Je veux passer un extrait de cette interview car c'est important en ce qui concerne le Moyen-Orient et la façon dont Mike Huckabee parle de la région et de la politique américaine là-bas. La Genèse 15 dit que c'est Abraham, avant qu'il ne devienne Abraham. Abraham reçoit de Dieu la nouvelle que ses descendants hériteront de la terre. Dis-moi toi le théologien si je me trompe, mais il s'agit du territoire allant de l'Euphrate au Nil. Je crois que c'est exact. Et cela inclurait en gros tout le Moyen-Orient, le Levant, donc Israël, la Jordanie, la Syrie, le Liban. Cela comprendrait aussi de grandes parties de l'Arabie saoudite et de l'Irak. Je vais si barg sûr qu'aussi loin cependant. Je veux dire, ce serait une grande étendue de terre. Mais voici le point essentiel. Elle couvrirait de nombreux endroits qui sont aujourd'hui des pays. Mais cette région particulière dont nous parlons maintenant, Israël, est une terre que Dieu a donnée par l'intermédiaire d'Abraham à un peuple qu'il a choisi. C'était un peuple, un lieu et un dessein. On peut le voir ainsi. Le sionisme chrétien, je veux y revenir car c'est là que nous avons commencé. Je ne vais pas te laisser t'en tirer comme ça, parce que tu l'as dit 3 fois, que Dieu a donné cette terre à ce peuple. Il est donc tout à fait légitime que je te demande, avec tout le respect possible, de quelle terre parles-tu? Parce que je viens de lire la Genèse 15, comme je l'ai fait de nombreuses fois. Et cette terre, il me semble qu'il y est écrit qu'elle s'étend du Nil à l'Euphrate, ce qui, encore une fois, correspond à peu près à tout le Moyen-Orient. Donc, Dieu a donné cette terre à son peuple, les Juifs, ou il ne l'a pas fait. Tu dis qu'il l'a fait. Qu'est-ce que ça signifie? Israël a-t-il le droit à cette terre? Parce que tu te réfères à la Genèse. Tu dis que c'est le titre de propriété original. Et ce serait bien s'il prenait tout. Eh bien, vous voyez, ce que fait Huckabee, c'est simplement confirmer le concept du Grand Israël. Les Israéliens en parlent tout le temps, ouvertement. Netanyahou a même brandi des cartes du Grand Israël. Il les a montrées, Grand Israël, les cartes. Et des ministres suivants ont déclaré, « Eh bien, nous avons modifié ces cartes. Elles incluent maintenant la moitié de l'Arabie saoudite. » Puis la fois suivante, ils ont dit, « En réalité, ça va plus loin que ça. Cela s'étend jusqu'au Pakistan. » Et je n'ai pas compris si cela incluait le Pakistan ou non, ou simplement toute l'Arabie saoudite, au lieu de la moitié. Donc, quand je parle du Grand Israël, les gens disent « Oh, c'est une théorie du complot. » Eh bien, c'est une revendication israélienne. Ce n'en est pas une. Et voici Huckabee reconnaissant que ce n'est pas seulement une affirmation, c'est un don de Dieu à Israël. Eh bien donc, l'importance de cela pour moi, c'est que cela montre clairement que le Grand Israël n'est pas une théorie du complot. C'est un objectif sioniste, une intention sioniste. Cela explique l'ensemble de la guerre contre le terrorisme. La guerre contre le terrorisme était une guerre pour le Grand Israël. Elle a éliminé 3 États arabes qui se trouvaient sur son chemin, l'Irak, la Libye et la Syrie. Et Israël n'en a pas fini. Il va s'en prendre au Liban, à l'Iran, à l'Arabie saoudite. La guerre n'est pas terminée. Elle ne s'arrêtera pas avec l'Iran. Ce que nous voyons ici maintenant, c'est l'ambassadeur américain pro-sioniste en Israël
qui dit oui, le grand Israël est réel. Yes, greater Israel is real. And it's all right with him if Israel just goes ahead and Et ça lui va très bien si Israël décide simplement d'y aller et de tout prendre dès maintenant. Eh bien sûr, Israël ne peut pas le faire seul. Ils se servent de nous pour le faire à leur place. C'est de ça qu'il s'agissait dans la guerre contre le terrorisme. Quel était le terrorisme? Quels étaient les actes terroristes? Aucun. Alors, vous savez, quand les gens sont aveugles depuis si longtemps, il leur est difficile de comprendre. Mais Mike Huckabee vient de le leur dire. Et quand les gens disent « Eh bien, tu es un adepte des théories du complot », ce n'est pas le cas. Écoutez Huckabee, il vient de vous le dire. Donc je trouve que c'est formidable, une interview formidable. C'est formidable que Tucker Carlson ait obtenu cette déclaration de Huckabee, et c'est une déclaration dont je suis convaincu que Trump partage la position. It's a statement that I'm confident Trump is aligned with. Indeed, the George W. Bush administration. En effet, l'administration de George W. Bush a été l'initiatrice du nettoyage du Moyen-Orient pour Israël. C'est de cela qu'il s'agissait le 11 septembre. Le 11 septembre a été une opération interne destinée à créer le nouveau Pearl Harbor que les néoconservateurs sionistes disaient nécessaire pour attaquer les pays du Moyen-Orient qui faisaient obstacle au Grand Israël. Ils l'ont dit explicitement. Même le rédacteur en chef de Commentary, Norman Podhoretz, a écrit un article énumérant les 7 pays qui devaient être détruits en 5 ans. Quelques années plus tard, ces mêmes 7 pays à détruire en 5 ans ont été mentionnés par le général 4 étoiles Clark, ancien commandant de l'OTAN. The former NATO. Leslie Clark. Ouais. So he made that clear. Il a donc clairement dit 2 fois à la télévision qu'il y est allé et que le général a dit « Mon Dieu, il y a 7 pays en 5 ans ». Et il a demandé pourquoi. Et ils ont répondu « Nous ne savons pas ». Eh bien, s'ils ne savaient pas, ils n'étaient manifestement pas très instruits. C'était évident que c'était pour Israël. Ils sont en train de vider le Moyen-Orient pour Israël. Je veux dire, quel pays arabe reste? Quoi? L'Arabie saoudite, l'Iran, le Liban, le Yémen. C'est tout. Maintenant, au Liban, le Hezbollah n'est pas la partie dominante de l'État. Et au Yémen, les outils ne sont là encore pas complètement dominants. Le reste du monde arabe se compose de quoi? The rest of their world consists of what? Little city-states where Americans have military bases. De petites cités-États où les Américains ont des bases militaires. Voilà le monde arabe. C'est tout ce qu'il en reste. Il n'existe pas vraiment de monde arabe. Il conserve encore tous ses noms, la Ligue des États arabes ou peu importe comment on l'appelle, mais ces entités n'existent pas réellement. Que sont ces États? De petits émirats pétroliers, avec une base aérienne américaine. Donc si l'on regarde les choses de manière réaliste, le Grand Israël s'est pratiquement déjà réalisé. Et c'est pourquoi je pense que les Iraniens sont irréalistes en croyant qu'ils peuvent trouver une issue pacifique à cette situation. Car cela est tout simplement interdit par la doctrine sioniste. Because it's simply not allowed by the Zionist doctrine. Israel is not going to give up greater Israel. Israël n'abandonnera pas le Grand Israël pour l'Iran. Il n'y a aucun moyen pour l'Iran d'y échapper. Si Israël ne les atteint pas cette fois-ci en convainquant Trump d'attaquer, ils les atteindront la prochaine fois. Il se passera autre chose. Israël poursuivra l'Iran jusqu'à ce que l'Iran soit détruit ou jusqu'à ce qu'Israël soit détruit. C'est la réalité. Tout le reste est totalement irréaliste. Et nous voyons que Huckabee, qui a été à un moment donné, je crois, même candidat à la présidence des États-Unis, accepte le Grand Israël. Oh, ils devraient simplement l'avoir maintenant. Eh bien, ils l'auront, à moins qu'ils ne soient détruits. Et qui va les détruire? Voilà la vérité de la situation. And that's the truth of the situation. It cannot be solved with a Trump. On ne peut pas résoudre cela avec un accord Trump-iranien. Ce n'est pas possible. Cela ne peut être résolu que, comme l'a dit Huckabee, par une capitulation iranienne, comme l'a fait la Jordanie. Ils acceptent simplement la domination israélienne et ne s'y opposent jamais.
Ainsi, la seule façon pour l'Iran de régler ce problème sans conflit est de capituler, ce que Huckabee et Trump veulent qu'ils fassent. Ils ne peuvent clairement pas se désarmer, à moins de capituler. Et puisque Netanyahou a désormais redéfini la négociation, ils doivent abandonner leur capacité de guerre conventionnelle, ainsi que promettre de ne pas fabriquer d'armes nucléaires. Alors, il n'y a plus d'issue pour l'Iran. Ils peuvent capituler ou se battre, ou bien le combat leur sera imposé plus tard. Ils ne peuvent pas l'éviter. La seule façon pour l'Iran d'éviter de combattre Israël est de se rendre. Il n'y a pas d'autre issue. Et tout accord qu'il conclut avec Trump est sans valeur du point de vue des sionistes israéliens. Cela ne signifie rien. Ce n'est qu'un obstacle temporaire sur la route vers le Grand Israël. Mais si l'on regarde les progrès réalisés par Israël, vous savez, tout a commencé en 1947. Ils ont commencé à expulser les Palestiniens de leur propre village. Pour des raisons que je n'ai jamais comprises, les Palestiniens n'ont jamais résisté. Ils ont simplement fui. Et les villages ne se sont jamais organisés, ne se sont jamais armés. Ils auraient facilement pu soumettre les Israéliens, car ils étaient bien plus nombreux à l'époque, mais ils n'ont pas résisté. Et ainsi, Israël s'est étendu en Palestine. Et avec le temps, la Palestine est devenue Israël. Aujourd'hui, il ne reste que quelques minuscules colonies en Cisjordanie et un petit fragment de Gaza. C'est tout ce qu'il reste de la Palestine. Il a fallu beaucoup de temps aux Israéliens pour en arriver là. It took the Israelis a long time to do that, but we see with the advent of 9/11, Mais nous voyons qu'avec l'avènement du 11 septembre, ils ont très rapidement utilisé les troupes et l'argent américain pour nettoyer le Moyen-Orient. Ils ont détruit la Syrie, l'Irak, la Libye et 2 pays musulmans d'Afrique du Nord. Et ils ont essayé à plusieurs reprises de prendre le Sud-Liban. Mais le Hezbollah les en a chassés. Maintenant, ils ont assassiné tous les dirigeants du Hezbollah. Je veux dire, on parle de dizaines de personnes qu'ils ont tuées. Ils ont assassiné les dirigeants les plus importants d'Iran, à l'exception du guide suprême. Cela ne va pas s'arrêter. Ils sont lancés. Ils ont Trump qui agit pour eux comme l'administration de George W. Bush l'avait fait. Et il sera difficile pour Trump de ne pas attaquer l'Iran. Nous en avons parlé toute la matinée, et il sera difficile pour quiconque de dire quelle est réellement la situation. to even say what the real situation is. Yeah, exactly. Oui, exactement. Et ce que tu as mentionné, c'est le général Wesley Clark. Les gens peuvent le trouver sur YouTube. Il parle de 7 pays à éliminer en 5 ans. Yeah, but that's what Oui, mais c'est ce que Norman Podhoretz avait déjà dit dans le magazine juif Commentary des années auparavant. C'est aussi dans le document néoconservateur Project for a New American Century. Je pense que c'est la même chose que l'on voit. Quand j'étais à Washington, on en parlait déjà couramment à l'époque. Et donc, mais bien sûr, les Américains, ils n'en savent rien. Ils n'ont aucune compréhension de la réalité ni du risque qu'on leur fait courir à cause de Netanyahou. Si Trump lui tient tête et refuse, alors mon respect pour Trump et mes espoirs en lui reviendront. Mais je serais surpris, très agréablement surpris, si Trump disait « Écoute, Netanyahou, je suis venu ici pour m'assurer qu'il ne fabrique pas de bombes nucléaires. Et toi, tu essayes de saboter la négociation. Qu'est-ce que tu fais dans mes affaires? Va-t'en, va-t'en. » S'il fait cela, alors nous pourrons avoir un peu d'espoir. Mais je m'attends à ce que le lobby pro-israélien se retourne contre Trump avec une fureur incroyable. Et tous les Américains dont tu parlais, ceux qui pensent qu'on ne peut pas être Américain si l'on n'aime pas Israël, se retourneraient contre Trump. Il est donc pris au piège. S'il leur tient tête maintenant, il va perdre ses partisans. S'il ne leur tient pas tête, nous risquons de perdre une guerre. Et l'esprit de vengeance dit « bombardez-les, bombardez-les ». Et alors, bien sûr, tout partirait très vite en enfer. Et tout cela, qui en est l'instigateur? Israël, les sionistes, l'Israël sioniste.
Tous les Juifs n'étaient pas sionistes. Les sionistes étaient autrefois une minorité, et les Juifs leur étaient opposés. Mais il semble que les sionistes aient accru leur part au sein de la population juive et soient désormais, du moins en Israël, majoritaires. Et il devient difficile, même pour les Juifs israéliens, de s'opposer à ces politiques dangereuses. On les traite de Juifs qui se haïssent eux-mêmes et on les discrédite, de sorte que personne ne les écoute. Et il y a une menace implicite, car si vous êtes un Juif qui se hait lui-même, cela signifie que vous pourriez être allié au Hamas ou à l'Iran. Cette accusation a un pouvoir réel contre eux. Ainsi, même les Juifs israéliens, dont certains que je connaissais, ne peuvent pas vraiment élever la voix. Il existait autrefois un groupe appelé Israéliens contre la destruction des maisons palestiniennes, et ils essayaient d'empêcher les colons juifs d'entrer dans un village avec des engins de chantier Caterpillar américains, conçus explicitement pour détruire chaque maison du village, déraciner chaque olivier du verger, envoyer les habitants où qu'ils puissent aller, puis construire des appartements pour les colons. Cette organisation, il y a quelques années, est venue aux États-Unis pour présenter devant l'Église presbytérienne, lors de l'Assemblée annuelle, une requête demandant à l'Église de désinvestir ses ressources des entreprises israéliennes, afin d'attirer l'attention sur la dépossession des Palestiniens de leurs foyers et de leurs moyens de subsistance. J'en ai hébergé certains chez moi. Mais l'Église presbytérienne a eu trop peur de prendre position contre Israël, et ils sont donc repartis déçus. Autant que je puisse en juger, le groupe a été soit réduit, soit dissous. Je suis sûr que le gouvernement israélien a décidé de ne pas les tolérer, même s'ils existent peut-être encore. À l'époque, j'avais d'ailleurs proposé le chef de ce groupe pour le prix Nobel de la paix. Bien sûr, ça n'a mené nulle part. Donc, ce n'est pas que je n'ai aucune expérience de la situation réelle, ni que je n'y ai jamais été exposé, ni que je n'en ai pas discuté avec des Israéliens eux-mêmes, des gens qui y voient une sorte de transformation d'Israël en une voie satanique qu'ils n'associent pas à Dieu. En fait, ils l'associent au comportement biblique des Juifs qui a conduit Dieu à les expulser de la Terre sainte. Ainsi, tout ce discours dans la Genèse sur Dieu, leur donnant tout le Moyen-Orient, voyez-vous, cela passe sous silence le fait que bien plus tard, Dieu les en chasse. Cela a conduit à la diaspora. Les Juifs ont été dispersés parmi toutes les nations. Ils n'avaient plus de nation. Dieu a détruit la nation d'Israël. C'est ce qui est écrit dans la Bible. Et cela s'est produit après la promesse de la Genèse, selon laquelle le Moyen-Orient était la terre promise par Dieu. Eh bien, il a révoqué cela à cause de leur méchanceté et de leurs péchés. C'est ce qui est écrit dans la Bible, dans l'Ancien Testament juif. Il a détruit la nation d'Israël en envoyant les Israélites dans toutes les nations. C'est tout le plan sioniste de recréer un État israélien qui a conduit à tous les pots de vin et menaces sionistes envers les Britanniques pour qu'ils remettent la Palestine, qui était un protectorat britannique, aux sionistes. Et bien sûr, les Britanniques leur en ont donné une petite portion. Depuis, ils en ont pris davantage année après année, jusqu'à posséder aujourd'hui la totalité. Et maintenant que cela est fait, ils vont recommencer. Et comme nous leur avons déjà donné la Syrie, l'Irak et la Libye, ils vont encore s'étendre. Et nous revenons au point de départ. L'Iran est la cible et ne peut pas éviter de l'être. Il n'y a aucun accord qu'il puisse conclure avec Trump, à part une capitulation, qui permettrait à l'Iran d'éviter un conflit. Donc je doute que les Iraniens en soient même conscients. Pourquoi sauraient-ils toutes ces choses sur la Torah juive et l'Ancien Testament chrétien? Ils ne le sauraient pas, ce qui les rend, à mon avis, impuissants dans ces négociations, car ils ne comprennent pas vraiment
bon sang, pourquoi les désignons-nous comme un État terroriste? Pourquoi? D'où vient toute cette haine envers nous? Je pense que les Iraniens savent qu'ils sont détestés, mais ils ne savent pas pourquoi. Quoi qu'il en soit, c'est ce que j'ai dit être la vérité. The truth. Thank you. Merci Thank you Paul all d'être avec nous aujourd'hui. for being with us C'est un today. grand plaisir, comme Great toujours. pleasure, as always. Well, thank you. Warma Rassinime, Emma Thor, Emma tout de suite. By the way, Au revoir, à bientôt. On se voit bientôt, au revoir. see you soon. Bye-bye. Okay, goodbye. D'accord, au revoir.